Pour discuter des enjeux de ce sommet du G7 qui se déroule en fin de semaine au Royaume-Uni, je retrouve Frédéric Mérand, qui est directeur du Cerium et professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Esther. C'est un premier sommet du G7 qui se déroule en temps de pandémie, première rencontre en personne des leaders des pays les plus riches de la planète. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point ce G7 se déroule dans un contexte inédit. Bon, on avait perdu un peu l'habitude de s'intéresser au sommet du G7 jusqu'à l'arrivée de Donald Trump parce que c'était devenu un rendez-vous un peu convenu. Donald Trump, disons, a mis beaucoup de spectacles dans ses rencontres, mais on avait perdu aussi l'intérêt du convenu. Là, ce sommet attire l'attention parce que, un peu comme le retour en classe dans les universités, c'est le premier grand sommet international en présentiel, pour prendre ce néologisme issu de la COVID. Donc, pour la première fois, les chefs d'État et de gouvernement des 7 principales puissances industrialisées de la planète vont se rencontrer en personne, à l'ancienne, partager des repas, avoir des discussions face à face. Et donc, dans un monde qui, depuis un an, est caractérisé par les sommets et la diplomatie sur Zoom, c'est un moment important, ne serait-ce que sur la forme. Après, sur le fond, évidemment, il y a un nouveau président aux États-Unis, Joe Biden. Ça change considérablement la nature des discussions au cours de ce sommet. Oui, sur la forme, justement, pour compléter là-dessus, parce que c'est le premier sommet, vous le disiez, du G7 qui se déroule après, finalement, l'ère de Donald Trump aux États-Unis. Le président Trump, bon, on le sait, avait son style. Jusqu'à quel point le ton de cette rencontre va être différent de ce qu'on a connu au cours des dernières années? Le ton va être cordial. Il n'y a aucun désaccord profond entre les chefs d'État et de gouvernement. Ce sont tous, disons, des professionnels. Même Boris Johnson, qui est peut-être le personnage le plus coloré parmi eux, on s'attend à ce qu'il se comporte de manière assez conforme aux exigences de la diplomatie traditionnelle. Et en fait, les seuls petits accrochages qu'on pouvait anticiper, c'était ceux entre Joe Biden et Boris Johnson, dont on sait que ils n'ont pas toujours été d'accord. Joe Biden avait critiqué Boris Johnson qu'il trouvait trop proche de Donald Trump. Mais il y aura eu, avant le sommet du G7, une rencontre bilatérale entre le premier ministre britannique et le président américain qui s'est bien déroulée et qui a permis quand même de montrer une nouvelle entente, une nouvelle charte atlantique entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, ça va être un cadre traditionnel, encore une fois, de diplomatie entre dirigeants qui viennent tous et toutes de démocratie, il faut le souligner, de démocratie capitaliste, et qui ont une vision assez semblable, maintenant que Donald Trump est parti, de l'ordre international. Bon, parlons maintenant du programme comme tel de cette réunion, Frédéric. Évidemment, on veut se concentrer sur la relance post-pandémie à l'échelle internationale. Le président américain Joe Biden a annoncé juste avant de quitter pour le sommet l'achat de 500 millions de vaccins à distribuer aux pays les plus pauvres. L'impact de ça, je me demanderais, est-ce que ça met de la pression sur le Canada, entre autres, et le premier ministre Trudeau, pour qu'il s'engage pendant cette rencontre à faire sa part lui aussi? Il est évident qu'au cours de ce sommet du G7, la principale annonce, le principal produit livrable, comme on dit en diplomatie, ça doit être une série d'annonces sur la solidarité internationale dans la lutte contre le COVID. Les pays les plus riches, c'est-à-dire les pays du G7, se sont généreusement servis eux-mêmes dans les doses de vaccins. Essentiellement, la population des pays riches va avoir été presque entièrement vaccinée à l'été 2021, mais tous les pays en développement, les pays du Sud global, eux, ont été laissés de côté. Et donc, le sommet du G7 doit être un moment fort pour annoncer des engagements que de la part des États-Unis, de l'Union européenne, et je ne crois pas que le Canada y fasse exception, témoignent de la solidarité des pays du Nord avec ceux du Sud. Ouais. Les pays du G7 veulent aussi discuter de passeports vaccinaux pour faciliter la circulation des voyageurs, parce qu'il faut penser à ça, là, que ça va reprendre les voyages inter-pays. Ottawa a confirmé mercredi qu'il travaille justement avec les États-Unis et l'Europe aussi à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à un accord sur les passeports vaccinaux au terme de ce G7? Alors, un accord, je ne sais pas. De toute façon, au G7, il y a souvent plutôt, disons, des
des énoncés de principe. Donc, dans le communiqué final, on reste souvent dans des termes très généraux. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les passeports vaccinaux ou certificats sanitaires, bon, les Européens ont vraiment une longueur d'avance puisque eux se sont déjà entendus sur la mise en place d'un certificat sanitaire à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Les Américains ont leur propre discussion, mais il est certain que si on veut que le tourisme reprenne, du moins, et je le rappelle, c'est un peu l'injustice du monde dans lequel on vit, et ce sera dans un premier temps entre les pays les plus riches, il faudra mettre en place un système qui permette de rassurer la population sur les personnes qui vont arriver pour un court ou un moyen séjour. Donc, je ne sais pas s'il y aura un accord, mais ce qui est certain, c'est que en ce moment, beaucoup de pays regardent ce qui se passe en Europe et il y a de la collaboration qui doit se mettre en place pour s'assurer que, un peu à la manière finalement des passeports vaccinaux que l'on connaît depuis très très longtemps, il y ait des moyens, probablement numériques, qui permettent de faciliter le transit entre les pays, donc de permettre au tourisme international et aux voyages internationaux de reprendre. Mais je le souligne, ça laisse pour l'instant de côté une grande partie de la planète qui, d'ici quelques mois, ne sera toujours pas vaccinée en masse et probablement sera exclue de ces mécanismes qui seront discutés au G7. Oui, rapidement, à part la vaccination, les passeports vaccinaux, la pandémie, est-ce qu'il y a d'autres enjeux importants qui vont être discutés au terme, dans le programme de cette rencontre, en fait? Oui, je dirais qu'il y a deux grands enjeux. D'abord, les ministres des Finances du G7 se sont entendus déjà la semaine dernière sur la question de la fiscalité des multinationales. Donc, il y a eu un engagement autour de l'idée d'un taux plancher de 15%. Donc, ces discussions-là, évidemment, les chefs d'État et de gouvernement vont probablement en prendre acte et vouloir que ça continue. Alors, ce n'est pas fait, évidemment, puisqu'il faut encore faire adopter non seulement cette proposition à l'intérieur des États, et même aux États-Unis, ce sera très difficile, en Europe aussi, mais ensuite, il faut élargir la discussion au G20, et il y aura un sommet du G20 en juillet pour essayer de créer quelque chose comme un consensus international autour de l'importance d'imposer les multinationales. Et les autres enjeux qui sont traditionnels au G7, ce sont évidemment les enjeux de relance économique, donc la coordination des politiques économiques, donc s'assurer qu'il n'y ait pas, par exemple, des mesures d'austérité qui soient trop rapidement mises en place ou liées au commerce international qui pourraient nuire à la reprise mondiale. Et il y a toujours des grandes questions géopolitiques. Alors, on va parler certainement de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Chine, des sujets que, par ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau et Joe Biden vont continuer à discuter avec les chefs d'État et de gouvernement européens dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne, puisqu'il y aura des sommets qui vont suivre celui du G7 à Bruxelles, avec plus ou moins les mêmes personnes. Oui. Le temps file, Frédéric, mais je veux vous entendre sur le dossier des deux Michael, parce qu'il y a beaucoup d'attentes à ce sommet relativement à ces deux Canadiens qui sont emprisonnés depuis plus de 900 jours maintenant en Chine. Au terme de la rencontre, est-ce que, évidemment, on se doute bien que M. Biden et M. Trudeau vont discuter de ce dossier-là. Est-ce qu'on pourrait aboutir à une déclaration commune du G7 en faveur de la libération des deux Michael? Alors, je ne sais pas s'il y aura une déclaration commune sur les deux Michael en particulier, mais il est certain que le G7 est le lieu idéal pour créer davantage de solidarité qu'il n'y en a eu jusqu'à maintenant entre les démocraties face à une attitude de la part du gouvernement chinois qui est de plus en plus, disons, agressive. Et ce n'est pas seulement à l'endroit du Canada. Hein. Le cas des deux Michael n'est pas isolé. Beaucoup d'autres pays ont connu des expériences similaires dans leur relation avec la République populaire de Chine. Et là, le cadre est probablement plus favorable pour que des États comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, finalement, fassent preuve de davantage de solidarité. Donc, ça pourrait effectivement prendre la forme d'un langage plus ou moins policé, plus ou moins diplomatique dans le communiqué final. Sur le communiqué final, justement, bon, on se rappelle que le président Trump ne l'avait pas signé au terme du sommet du G7 de Charlevoix en 2018. Plusieurs, en fait, jugent que ces sommets du G7 se terminent rarement par des résultats concrets. À quoi va se mesurer le succès de ce sommet, Frédéric? Je pense déjà que le fait que Joe Biden accorde autant d'importance à ses alliés démocratiques du Canada et de l'Europe, qu'il passe autant de temps dans ces sommets, qu'on ne s'attende pas à de grands conflits entre les chefs d'État et de gouvernement, c'est en soi un succès. En plus, c'est le retour au présentiel, donc c'est aussi un peu le signal d'une ère nouvelle qui s'ouvre. Je pense qu'on va moins s'attendre à des propositions concrètes, à de l'argent
sonnant et trébuchant qu'à vraiment un climat de bonne entente qui augure de la possibilité d'une coopération renouvelée à l'issue de cette crise de pandémie qui n'est évidemment pas terminée, mais qui nous a fait beaucoup douter de la possibilité de coopérer à l'échelle internationale. Ça, c'est seulement entre les pays démocratiques de l'espace transatlantique, donc après, et y compris le Japon, évidemment. Après, il faut voir ce qui se passe dans les cercles plus larges, à l'ONU, au G20 et ailleurs. Ouais. Frédéric Mérand est directeur du Cerium et professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de vos lumières. Très apprécié. Merci, bonne soirée. Au revoir.